Bonjour et bienvenue dans cette parenthèse gourmande, 15 minutes de culture gastronomique que j'ai le plaisir de partager avec Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir Nicole, et merci de me faire l'honneur de partager cette animation de la parenthèse à tes côtés. Je suis ravi en tout cas de participer chaque semaine. C'est un vrai plaisir d'enrichir nos connaissances et de vous les faire partager en tout cas. Plaisir partagé Valentin. On a voulu cette parenthèse culturelle afin d'enrichir les connaissances et à replacer dans un examen, un concours ou un dîner mondain. Allez Valentin, on est parti, je te laisse la parole. Bien, bonjour Nicole, ravi de vous retrouver à nouveau pour cette parenthèse. Ce soir, on vous parle du Bloody Mary, du célèbre Kurnansky, du Coravin, de la mayonnaise, de ce biscuit incontournable que tout le monde connaît, la Madeleine, et on terminera par la Romanée Conti. Bon, on est parti Valentin avec un joli cocktail. Eh oui, le Bloody Mary. Alors, il y a plusieurs explications quant à l'origine du Bloody Mary. Il est présenté sous la forme d'un remède contre la gueule de bois inventé en 1921 au New York Bar avant qu'il ne devienne le Harris Bar par Fernand Petiot, cet homme qu'on voit en haut à gauche sur la diapositive, inventeur donc du Bloody Mary en 1921. Selon la légende, c'est pour le comédien américain Roy Barton que Petiot aurait concocté ce mélange d'épices, de citron, de jus de tomate et de vodka, qui fut d'abord connu sous le nom de Bucket of Blood avant de devenir le long drink Bloody Mary en 1931. Alors, le Bloody Mary tiendrait son nom d'une reine d'Angleterre, Marie Tudor, une des filles du roi Henri VIII. Ce personnage, donc Marie Tudor, aurait persécuté les protestants de manière sanglante, ce qui lui valut le surnom de Bloody Mary. D'autre part, on devrait ce nom au romancier Hemingway, dont l'épouse se nommait Marie et qui lui reprochait sans cesse son penchant pour la boisson. Lors d'un passage au bar du Ritz de Paris, Hemingway aurait demandé au barman de lui concocter un cocktail qui lui permettrait de ne pas se faire repérer par sa femme. Le nom viendrait d'une boutade de l'écrivain au sujet de sa femme. Alors, le Bloody Mary, c'est un cocktail long drink, 12 centilitres, de type fancy drink. On va le déguster à tout moment de la journée. Il est composé de tabasco, de sauce anglaise, de jus de citron, de vodka et de jus de tomate. On peut ajouter une pincée de sel au céleri. On va l'élaborer directement au verre dans un tumbler rempli de glace. On le décore d'une branche de céleri. Cette décoration est facultative. On peut remplacer le jus de tomate par le consommé de bœuf. En conservant tous les ingrédients, on obtient un bullshot. Les variantes du Bloody Mary sont innombrables. On retrouve le Virgin Mary, identique mais sans alcool, le Bloody César ou le Clamato, un mélange de jus de tomate et de bouillon de palourde, remplace le jus de tomate. Le Brown Mary ou le whisky remplace la vodka. Le Bloody Pirate est composé, lui, de rhum. Le Bloody Matador de tequila et le Bloody Geisha de saké. De nos jours, le Bloody Mary se sert dans tous les bars populaires dans lesquels on se contente de mélanger de la vodka avec du jus de tomate en bouteille. Merci beaucoup Valentin. Je ne savais pas qu'on pouvait aussi le faire avec du saké, c'est très intéressant. Alors, je poursuis avec Kurnonski. Donc, c'est Maurice Edmond-Saillant, qui est un gastronome, critique culinaire et humoriste français surnommé le prince des gastronomes. À 18 ans, il s'inscrit à l'École normale supérieure de Paris dans l'espoir de devenir journaliste. Il écrit ses premiers articles dans La vie parisienne et le musical et choisit comme pseudonyme Kurnansky. En 1895, en plus de ses chroniques, il devient l'un des nègres de Willy, le mari de Colette. Il commence à publier des romans, des contes et des gazettes jusqu'à sa rencontre avec Paul-Jean Toulet, avec lequel il coécrit 3 romans. Après l'exposition universelle de 1900, il fait partie d'une délégation de presse qui part en Extrême-Orient. Il y découvre notamment la diversité de la cuisine chinoise. Et de retour à Paris, il est engagé pour écrire des chroniques gastronomiques et privilégier la cuisine de terroir, bourgeoise et paysanne, plutôt que la haute cuisine codifiée et raffinée d'Auguste Escoffier. À partir de 1921, il publie La France gastronomique, une collection de 28 recueils sur 32 qui étaient prévus.
sur la cuisine régionale et sur les meilleurs restaurants de France. Faisant partie de l'Automobile Club de France, il participe dès 1926 à la naissance du guide Michelin, dont on a parlé dans une autre parenthèse. Ensuite, en 1927, il est élu prince des gastronomes après un vote des cuisiniers, restaurateurs et gastronomes. Il fonde ensuite l'Académie des gastronomes et l'Académie de l'humour avec Romain Coulus. Il publie au total une cinquantaine d'ouvrages sur la cuisine. Membre de l'Académie Rabelais, il est chevalier de la Légion d'honneur et puis il est fait officier. En 1933, il fonde l'Académie du vin de France, qui a entrepris un combat pour faire reconnaître les AOC. Le 22 juillet 1956, pris d'un malaise, il meurt en tombant de la fenêtre de son appartement au 3e étage à Paris et est inhumé dans le cimetière de Beauchamp dans le Val d'Oise. Eh bien, merci Nicole. Alors, il est vrai que Kurnansky, je viens de l'apprendre, est un personnage vraiment très célèbre qui a marqué l'histoire de la gastronomie. Allez, je te laisse poursuivre. Et oui, j'en viens maintenant à vous parler d'un célèbre objet, le Coravin. Alors, depuis quelques années, on a vu fleurir sur le marché plusieurs inventions permettant d'éviter l'oxydation du vin après l'ouverture de la bouteille, les vaporisateurs comme Vinospray, remplaçant l'oxygène par un gaz neutre ou encore la pompe Vacuvin pour évacuer l'air. Ces systèmes astucieux ont tout de même leurs limites. S'ils permettent de conserver le vin quelques jours, l'oxydation commence quand même à se faire sentir assez rapidement. Lorsqu'on ouvre une bouteille, il faut se résoudre à la finir rapidement, ce qui n'est généralement pas difficile pour les amateurs, mais qui peut être embêtant si l'on veut juste se servir un verre. C'est pour pallier à ces inconvénients que le Californien Greg Lambrecht, que l'on voit ici à l'image, un amateur de vin, a inventé le Coravin. La naissance du premier prototype date de 1999 et après plus de 23 prototypes, le Coravin est né. Alors, le principe de Coravin repose sur la malléabilité du bouchon de liège. Une fine aiguille traverse le bouchon de la bouteille sans l'endommager et remplit votre verre via un système d'aspiration. En parallèle, l'appareil injecte un gaz neutre, l'argon, dans la bouteille pour compenser le volume perdu en liquide. L'objectif, bien sûr, est d'éviter toute présence d'oxygène dans la bouteille afin de protéger le vin contre l'oxydation. Une fois l'aiguille retirée, le bouchon en liège se referme instantanément et redevient étanche. Le vin n'évolue plus. Le Coravin est un compagnon précieux pour tout amateur de vin et pour tout professionnel. Suite à la crise du Covid traversée par le monde de la restauration, Coravin vient de lancer très récemment une gamme de produits exclusivement dédiés et adaptés au CHR avec une démarche zéro perte de vin. Le but étant de leur permettre de maximiser leur marge en ne gaspillant plus jamais un seul verre de vin, affirme Greg Lambrecht, fondateur de Coravin. Les professionnels peuvent servir avec une seule capsule d'argon 20 à 25 verres de vin. Cette solution permet également de réduire de 100% leurs déchets sur chaque bouteille ouverte et d'augmenter leur vente de vin au verre et d'accroître leur marge. Une simple idée de prix, il faut compter environ 300 € si vous souhaitez acheter Coravin et à cela s'ajoutent bien sûr les capsules d'argon. Merci beaucoup Valentin, c'est très intéressant ça et très astucieux surtout. Alors, je vais poursuivre moi avec un autre produit vraiment différent, c'est la mayonnaise. Alors, la mayonnaise est une sauce d'accompagnement qui est froide, base de jaune d'œuf et d'huile émulsionnée. Alors, plusieurs histoires. L'origine de la mayonnaise est très disputée et de nombreuses explications sont avancées. Alors, le mot mayonnaise viendrait de Mahon, capitale de Minorque dans les Baléares, occupée par les Anglais et conquise par l'amiral français Louis-François Armand du Plessis de Richelieu, que vous pouvez voir à l'écran. Celui-ci en a rapporté une sauce locale à base d'huile d'olive, de jaune d'œuf et d'une touche de jus de citron relevée d'un peu de poivre noir et de sel, d'ail ou d'herbes fraîches. Autre hypothèse, les villes françaises de Bayonne, donc sauce bayonnaise, et les Mayons, qui prétendent également être le lieu de naissance de la mayonnaise. Selon certains, la mayonnaise fut réalisée pour la première fois le 29 septembre 1589
lors de la bataille d'Arques qui opposa le roi de France Henri IV à Charles de Lorraine, duc de Mayenne. On raconte que le duc de Mayenne en abusa tant qu'il passa plus de temps accroupi dans l'herbe que sur son cheval. La mayonnaise était née, la bataille fut perdue. Autre version, l'aide de camp cuisinier du général MacMahon lui aurait présenté cette sauce. Le trouvant fort bonne, le général voulut lui trouver un nom. Son aide de camp étant originaire de la Mayenne, il fit un amalgame de son nom et du pays de son cuisinier. Une autre version sur le même thème voudrait que la mayonnaise ait été nommée d'après un monsieur de Mahon et que mayonnaise soit tout simplement une déformation populaire de mayonnaise. La recette originale de la mayonnaise se compose de jaune d'œuf, d'huile, de sel et de poivre, la moutarde est ajoutée uniquement pour le goût. Bien, merci Nicole pour ces riches explications autour de la mayonnaise. Et je vais maintenant vous parler d'une douceur, bien sûr, que tout le monde connaît, la célèbre Madeleine. Alors, si la Madeleine est connue de tous, plusieurs récits existent concernant la création de ce petit gâteau en forme de coquille délicate. Dès le Moyen-Âge et selon des légendes incertaines, la Madeleine apparaît avec les premiers pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle, au cours desquels une jeune fille prénommée Madeleine aurait offert aux pèlerins un gâteau aux œufs moulés dans une coquille Saint-Jacques, comme on peut le voir à l'image, qui est l'emblème des chemins de Compostelle. Certains attribuent l'invention de cette petite douceur sucrée au chef du prince de Talleyrand, Jean Avis. Malgré les différentes théories qui existent autour de son origine, il semblerait que la Madeleine trouve son berceau en Lorraine et plus précisément à Commercy. Le gâteau sec faisait partie de la cuisine ménagère en Lorraine au XVIIIe siècle. De nos jours, les moules à Madeleine sont encore reconnaissables car ils reproduisent toujours les formes des coquilles Saint-Jacques rétrécies, comme on peut le voir à l'image en bas à droite avec ces moules à Madeleine et la coquille Saint-Jacques juste au-dessus. La Madeleine porte le nom d'une cuisinière lorraine qui a un jour sauvé un dîner donné par le duc de Lorraine, Stanislas Lesinski, qu'on voit ici à l'image, et que ce roi de Pologne, dont la fille avait épousé Louis XV, lorsqu'il a perdu son trône, le beau-père de sa fille lui a donné envisager ce duché afin d'y finir ses jours. Un beau jour, dans son château de Commercy, le duc donne un festin à des invités prestigieux. Le dîner se déroulait à merveille, alors que dans les cuisines, l'ambiance tourne au vinaigre entre l'intendant et le cuisinier, au point où ce dernier part en claquant la porte, non sans oublier d'emporter le dessert avec lui. Sans dessert à servir, l'intendant fut sorti de l'embarras par une jeune cuisinière, Madeleine Paulmier, qui était servante de la marquise de Perrotin de Beaumont et qui lui a proposé de préparer au pied levé une recette bien chez elle. Le duc aurait tellement apprécié ce dessert que pour remercier celle qui l'a préparé, il a décrété que dorénavant, ce biscuit se nommerait Madeleine. Au siècle suivant, Jean Avis, chef pâtissier chez Bailly à Paris, fournisseur de Talleyrand et maître de la pâte à choux, sera souvent considéré à tort comme le créateur de la Madeleine. Au niveau de la préparation, la Madeleine, c'est un petit gâteau composé de farine, de sucre, de beurre, d'œufs et la vanille, bien sûr, pour l'aromatiser. La recette est demeurée intacte au fil du temps. Et de nos jours, la Madeleine s'est industrialisée, mais surtout, elle ne se cuit plus dans des coquilles Saint-Jacques. Et la Madeleine, c'est vraiment devenu un gâteau incontournable. On la trouve sous différentes formes. On va la trouver allongée, ronde, la coque trempée dans le chocolat ou en forme de coquillage. On va la déguster au goûter, entre amis. Elle rappelle vraiment nos souvenirs d'enfance. On va la tremper dans un bol de chocolat chaud et elle fait toujours le bonheur des petits comme des grands. C'est délicieux, les madeleines. Alors, merci beaucoup, Valentin, tu nous as donné l'eau à la bouche et je vais continuer avec, pourquoi pas, déguster une madeleine avec un verre de Romanée Conti, le luxe suprême. Alors, Romanée Conti, qui est une ancienne propriété du prieureur de l'abbaye de Saint-Vivant, c'est un climat, donc climat qui est un terme qui définit une parcelle de vigne strictement délimitée et donne son nom au vin qui était déjà désigné au XVIe siècle comme le clou de la commune de Vosne-Romanée. Disputé à Madame de Pompadour, dont on a déjà parlé, par le prince Louis-François de Bourbon, prince de Conti,
Le domaine s'adjoint le nom de Conti et devient la Romanée Conti. Séquestré durant la Révolution française comme bien national, il est promulgué le plus excellent de tous les vignobles de la République. Depuis 1942, le domaine appartient à Aubert de Vilaine, qui exploite les 5 crues constitutives du domaine. Donc, on a la Romanée Conti, la Tache, le Richebourg, la Romanée Saint-Vivant. La Romanée Conti conserve des fastes et le prestige de son histoire et demeure à ce jour le vin le plus convoité et le plus cher de la planète. La Romanée Conti couvre 1,8 hectare en Bourgogne, un peu plus de la moitié de la place de la Concorde à Paris, sur la Côte de Nuits dans la commune de Vonne-Romanée et délivre dans les années fastes entre 300 et 500 caisses de vin du prestigieux cru, soit entre 6 000 et 7 000 bouteilles dans le monde entier. Le terroir de la Romanée Conti se définit par un encépagement unique de pinot noir sur un sol pierreux, sur un site à moyenne altitude entre 200 et 300 mètres où les pentes abruptes et la nature du sol permettent un bon drainage. Le pinot noir habille le vin d'une robe rouge rubis intense et soyeuse, développant des nuances orangées et cuivrées au fil des années. Le nez exhale des parfums délicats de cerises, de violettes et de fraises écrasées, de champignons nobles, de sous-bois, d'épices exotiques. Tout n'est que suggestion odorante. La bouche explose évidemment, onctueuse et pure, fraîche et veloutée. Les vendanges sont faites, les grappes triées grain par grain, occasionnant des besoins et des frais en personnel sans commune mesure avec la grandeur de l'exploitation. L'élevage du vin constituera le deuxième travail d'orfèvre avec l'aide d'un brillant œnologue qui, après 18 mois d'élevage en barriques neuves renouvelées chaque année, livrera les rares et précieuses bouteilles au monde entier. Il faut compter 10 ans d'attente pour que le vin entame sa phase de maturité. Il faut compter entre 10 à 15 000 euros la bouteille, suivant le millésime. Il n'y a qu'une seule possibilité d'achat, elle est sur réservation avec des listes d'attente pouvant atteindre 2 ans. Et une seule politique d'achat, un panaché incluant les autres crus du domaine pour obtenir une seule bouteille de l'illustre vin pour un prix de départ aux alentours de 7 000 euros, la caisse panachée, c'est un peu cher. Mais voilà, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à rajouter de vos connaissances? Allez-y, ne freinez pas, faites-vous plaisir. Moi, j'ai plein de choses. Ah ouais, ben vas-y, avec grand plaisir, Valentin, on te filme. Je vais juste compléter 2, 3 choses que tu as dit sur Romanée Conti. Le domaine en fait a 3 familles. Famille de Vilaine, la famille Prieuré-Roch et aussi Madame Laloubise-Leroy, qui est la pionnière de la biodynamie en Bourgogne. Et si vous regardez bien la bouteille, vous pouvez voir les signatures en fait, des 3 vignerons sur l'étiquette en bas de toute la gamme du domaine de la Romanée Conti. Ici? Ouais, en bas, voilà, tu vois, on voit H de Vilaine. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, et elles sont signées. Et depuis 2000, je crois, j'ai plus l'année exacte en tête, mais c'était au début de la dernière décennie, ils ont acquis aussi une parcelle de Corton, Grand Cru, la Vigne au Sein, voilà, qui fait partie de la de Beaune, qui est le seul. Comment? Grand Cru, comment? J'ai pas entendu. Corton, un Corton rouge, la Vigne au Sein. D'accord. Et qui est leur seul vin sur la côte de Beaune en rouge. Et ils font aussi du Montrachet blanc. Mais ça, on le sait moins. Ouais, qui était notamment la bouteille servie à l'aveugle à la finale du meilleur jeune sommelier de France il y a 4 ans, je crois. Et où personne n'a trouvé ce que c'était. Et c'est Fabrice Sommier, je crois de mémoire, qui avait sorti cette bouteille de sa cave personnelle. Voilà, il a grand cœur. Ça, je voulais dire aussi que au domaine à Romanée Conti, c'est de la vendange entière qui est faite. Donc, il n'y a pas d'égrappage qui est fait avant la vinification. Ouais.
Voilà. Et le Coravin, moi j'ai eu la chance de travailler avec quand je travaillais à côté de Beaune. C'est un outil qui est génial, mais qui coûte une fortune à utiliser tous les jours parce qu'en fait, en gros, une impulsion de gaz, ça coûte 1 € à peu près. J'ai pas entendu le prix. Une impulsion de gaz, quoi? C'est 1 €. Les cartouches, je crois que c'est 25 € les trois ou un truc comme ça. Et en fait, ça coûte une fortune. Et dès qu'on a du débit, on se retrouve vite embêté parce tu es en train de servir un vin, tu arrives au bout de la cartouche, il faut la changer, etc. C'est un super concept, mais pas pour faire du volume. Et j'ai recherché un peu dans ma tête un ordre d'idée de ce qu'on servait. Donc, moi, là où je travaillais avec ça, c'était à l'Ermitage de Corton. Donc, on était juste à côté de la colline Les Cortons. Donc, on servait toujours du Corton et on avait mis la tâche, qui est un des grands crus du domaine de la Romanée-Conti. Et on vendait ça, c'est 330 ou 340 € les 12 centilitres. Et en fait, on avait décliné l'offre en trois tailles. On faisait 4 centilitres, 8 centilitres et 12 centilitres. Ouais. Et ça pourrait permettre à des néophytes ou des amateurs de goûter la tâche pour, je crois que c'était 90 € les 4 centilitres. En un an, on avait dû passer de mémoire 6 ou 7 bouteilles. Ah ouais. Et donc, on avait 3 rouges, 3 blancs, que des grands crus. On faisait toujours un Corton et un Corton Charlemagne, et puis deux autres grands crus de la côte ou de Chablis. Et ça marchait très, 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 très fort. C'est quelque chose qui était très sympa. Et du coup, on avait fait graver les verres avec les centilitrages parce que si on met 15 centilitres de tâche au lieu de 12, on sait vite combien ça va coûter, quoi. Enfin, combien on va perdre et combien on va pas gagner. Enfin, voilà. Les verres étaient gravés avec le nombre de Ouais, on avait fait graver les verres au centilitrage, ouais. Oui. Et si vous allez sur le site internet de l'Ermitage de Corton, ils ont en photo d'accueil du restaurant ou quelque chose comme ça la table avec les bouteilles qui étaient servies au Coravin. Et enfin, c'est sympa. Alors, c'est où tu voulais m'envoyer, Tu vas dans Valentin? Cave? Ouais, c'est un super établissement. J'ai adoré. Tu descends un peu. Voilà. D'accord. Ah ouais. Et donc, bah voilà, il y avait Montrachet chez Marc Collin, il y avait une Romanée Saint-Vivant, là. Là, on Domaine voit là. Romanée-Conti. Il y avait ça c'est un Puligny de chez Carillon. Non, Puligny Clavoyant de chez, je sais plus qui. Enfin bref, voilà. Mais c'est quelque chose de chouette à travailler. Ouais, ouais. Non, ouais, et puis c'est un superbe établissement. Vraiment. C'est un superbe établissement. Ils ont une super cave. Oui, oui, je les connais. Voilà, je n'ai rien d'autre à Maxence? ajouter. Ouais, ben non, merci beaucoup, Valentin. C'est vraiment intéressant. J'adore quand vous présentez des trucs supplémentaires comme ça de votre expérience. Maxence, vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Pour le coup, c'est bon pour moi. Ouais. C'est bon pour moi, oui. J'avais également j'avais certaines informations qui rejoignaient ce qu'ont dit Valentin sur la Romanée-Conti. Ouais. Mais non, sur le reste, c'est bon. Après, on en trouve aux enchères aussi, hein, des Romanée Conti. On en trouve aux enchères. Et après, c'est quand même beaucoup de bouteilles qui sont achetées directement au pied de vigne, hein. Ouais. C'est vraiment des choses, c'est assez compliqué d'en avoir. Je vois, nous, à l'hôtel-restaurant Lalique à Sauternes, on avait du mal à s'en procurer. Ouais. On avait vraiment du mal et pourtant, bon, c'est quand même la cristallerie Lalique. Enfin, on avait des connaissances, des contacts. Mais bon, il fallait les acheter pas mal de temps à l'avance. Il y avait très peu de place. Il y avait très, très peu de place. À chaque fois, c'était quand même assez compliqué de s'en procurer. Sur les ventes aux enchères, il y a beaucoup de gens qui revendent, notamment des grandes familles qui héritent de ces bouteilles-là et qui les revendent parce qu'ils n'ont pas l'utilité.
Et pour le coup, on se retrouve avec des ventes aux enchères, mais qui, selon le milieu, qui grimpent assez vite, quoi. Ah ouais, c'est monstrueux, hein. Enfin, J'ai vu des prix faramineux, hein. on s'était rendu une fois sur une vente aux enchères pour essayer d'en avoir, et puis même pour nous personnellement, c'était vraiment compliqué. Ça monte très très vite. Bon, ben merci beaucoup. Alors, on va vous présenter pour la semaine prochaine les différents thèmes. Alors, avant de vous présenter les thèmes de la semaine prochaine, on se retrouve mardi 25 avec notre rendez-vous. Alors, rencontre 2, on retrouvera Thomas Féfin, donc, qui est meilleur ouvrier de France du service et des arts de la table et professeur à l'école hôtelière de Lausanne. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, jeudi 27 mai à 20h30, et on abordera le Meurice, Bernard Loiseau, le macaron, le Neuchâtel. Et on part à Pollença avec le vin jaune et on descend en Bresse avec la poularde de Bresse. bon, ben, thème intéressant, très intéressant pour la semaine prochaine. Ça va en passionner certains parce que vous êtes nombreux à être allés chez Bernard Loiseau travailler, avoir été formés. C'est qui? Je ne sais pas, je donne des noms comme Bernard Loiseau, qui c'est? On n'est pas. Bon, ben, merci beaucoup à tous et passez une belle soirée. À très bientôt. Merci de votre présence.